Il n'est pas facile de savoir quel appareil photo hybride acheter en 2025, bientôt 2026. Il y a eu pas mal de nouveautés cette année, mais ça ne veut pas dire pour autant que les anciens appareils photo hybrides ne sont plus intéressants. Il y a beaucoup de choix, alors j'ai décidé de faire ce guide d'achat pour vous aider à choisir. Installez-vous bien, prenez votre temps, car on va voir ensemble quel est le meilleur appareil photo hybride pour vous. Plutôt que de vous lancer bille en tête sur tel ou tel modèle dont vous avez vaguement entendu parler, je vais vous donner les critères à prendre en compte pour choisir votre futur appareil photo hybride. Le critère le plus important est la taille du capteur, le plus petit micro 4 tiers, APS-C la taille intermédiaire ou plein format le plus grand. Je ne parle pas ici du moyen format qui n'est pas vraiment grand public. Plus le capteur est petit, moins l'appareil photo coûte cher à fiche technique équivalente, grosso modo. Plus le capteur est petit, plus les objectifs sont abordables et peu encombrants. Mais plus le capteur est petit, moins on aura de flou d'arrière-plan marqué à réglage équivalent. Si comme moi vous aimez le flou d'arrière-plan très marqué, le plein format vous ira parfaitement. Un capteur plus grand sera aussi meilleur dans la montée en ISO, à réglage équivalent toujours, et une bonne montée en ISO c'est parfois bien utile pour photographier enfants et petits-enfants le soir en hiver. Ça ne concerne pas que les professionnels. L'autre critère important est le budget, et ça, moi comme je le dis souvent en rigolant, je ne peux pas choisir pour vous. Vous connaissez vos finances et chacun son budget sans aucun jugement. Je vous dirais seulement de ne pas fixer votre budget selon votre niveau. On peut tout à fait débuter avec un appareil photo qui coûte cher, encore une fois si on en a les finances, et on peut tout à fait être un professionnel avec un appareil photo peu cher. Il faut évidemment un minimum vis-à-vis du client, mais je vous assure que vous seriez surpris de voir avec quels appareils photo travaillent certains professionnels. Ne vous dites pas non plus qu'il vaut mieux un appareil photo pas cher pour voir si vous aimez sans dépenser trop d'argent. Les appareils photo pas chers ont souvent une moins bonne ergonomie et ils auront tendance à vous dégoûter de la photo et vidéo. Alors évidemment, je vous rassure, dans ce guide d'achat, j'ai fait attention à l'ergonomie parce que ce sujet est important. Si vous le pouvez, fixez-vous un budget d'environ 1000 € minimum et vous aurez alors du matériel déjà sympa. Et surtout, regardez les fourchettes au-dessus parce qu'un appareil photo peut baisser de prix avec le jeu des promotions et rentrer dans votre budget. Ne passez pas à côté des bons plans. Pour vous aider à acheter au meilleur prix votre appareil photo hybride, je vous ai mis absolument tous les boîtiers que j'évoque dans la description de cette vidéo. Vous pourrez cliquer avant d'acheter pour trouver le meilleur appareil photo hybride dans votre budget et soutenir par la même occasion ce long, très long travail. Quand on a un budget de 500 €, le Lumix G7 est certainement le meilleur choix. Et je ne vous dis pas ça parce que j'ai débuté avec cet appareil photo. Il a une bonne ergonomie. Le Lumix G7 n'est pas trop gros, mais il a quand même une poignée creusée pour une bonne prise en main. Ça vous permettra d'évoluer avec les très nombreux objectifs qui lui sont compatibles. Un autre de ses points forts justement. Pour 500 €, on a un écran orientable de qualité, un viseur qui est plutôt pas mal. L'écran est tactile avec un tactile bien pensé. Il a de nombreux boutons raccourcis, des molettes. J'ai tout de suite adopté les menus Lumix avec lui. Par rapport à un smartphone, un compact ou un bridge, le Lumix G7 a l'intérêt d'avoir un capteur micro 4 tiers qui permet une belle qualité d'image. Avec 16 millions de pixels, on peut faire des tirages photos jusqu'au format A3. On peut aussi filmer en 4K jusqu'à 25 images par seconde. Le Lumix G7 a aussi une prise micro, si bien que nous sommes nombreux à avoir débuté en photo, mais aussi en vidéo avec cet appareil photo hybride. Il a beau être plus ancien que le Canon EOS R100, il fait bien plus moderne en fin de compte. Alors oui, le Canon EOS R100 est plus récent, oui, il paraît plus séduisant sur le papier avec son autofocus plus réactif, et pour l'avoir testé, je n'ai pas du tout aimé sa prise en main. Avec son écran soudé au boîtier, il est difficile de cadrer correctement, et son écran n'est même pas tactile. En 2025-2026, c'est rédhibitoire. À choisir si vous aimez Canon, que vous ne voulez pas quitter ce constructeur, et que votre budget est limité à 500 €. Mais on ne va pas se mentir, à 500 € on est dans l'entrée de gamme et on fait beaucoup de compromis, à moins de ne pas avoir le choix financièrement, ce que je comprends tout à fait. Je ne pense pas qu'il soit opportun de débuter avec un appareil photo hybride à 500 €, vous risquez de vous décourager, surtout si vous optez pour un appareil photo avec une piètre ergonomie. Si vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu votre budget, il y a beaucoup de choix jusqu'à 800 €, et à ce tarif, même si on fait encore des compromis, on peut trouver de très bons appareils photo hybrides pour débuter ou même pour évoluer avec un budget raisonnable. Et regardez bien jusqu'au bout la tranche de 500 à 800 € parce que je vous garde le meilleur pour la fin. Lorsqu'on peut mettre quelques centaines d'euros de plus et monter à 800 €, on a en premier choix le Lumix G100D. En plus d'être abordable, le Lumix G100D est un appareil photo hybride qui plaît parce qu'il est peu encombrant. Il pèse 340 grammes et se glisse facilement dans un sac, mais il ne faut pas se fier à sa petite taille parce qu'il a tout de même un capteur micro 4 tiers de 20 millions de pixels. C'est bien plus grand que sur un smartphone, un bridge ou un compact. Le Lumix G100D peut aussi filmer en 4K bien évidemment. À ce tarif, il est vendu en pack avec 3 objectifs, un petit zoom standard, un téléobjectif pour zoomer plus,
et surtout une focale fixe avec une grande ouverture pour un joli flou d'arrière-plan. Le 25 mm f1.7 est l'équivalent du très apprécié 50 mm qui est souvent vanté pour évoluer en photo. Le Lumix G100D est aussi intéressant pour son ergonomie, même s'il est petit, il a un viseur et un écran orientable et tactile. Il a même une prise micro, si bien qu'il est apprécié des vidéastes en herbe. Je lui reprocherai par contre l'absence de stabilisation et de tropicalisation. Chez Lumix, pour un tarif un peu plus élevé, on a aussi le Lumix G97, et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est un des meilleurs rapports qualité-prix dans ce segment, même s'il y a encore mieux. Le Lumix G97 est un peu plus imposant parce qu'il est plus robuste étant donné qu'il est tropicalisé. Il a aussi la stabilisation capteur, et oui, la stabilisation capteur est importante, surtout pour filmer. Il a une poignée creusée pour fixer des objectifs un peu plus gros et évolués. Il a aussi plus de boutons et molettes afin d'effectuer ses réglages plus rapidement. Cet appareil photo hybride Lumix G97 est vendu plus cher que le G100D, mais je trouve qu'il a un meilleur rapport qualité-prix. Je vous conseille particulièrement un pack qui contient deux objectifs, un zoom x10 très polyvalent, un 1440 mm équivalent d'un 28-280 mm, et le 25 mm f1.7, un petit objectif pour le flou d'arrière-plan. Avec ce pack, on couvre à la fois le quotidien, le voyage, le portrait et même la basse lumière pour un prix imbattable. Et avec le code Nadia30, vous avez 30 € de remise supplémentaire chez IPLN. Et pensez bien au code créateur Nadia pour soutenir la chaîne. Toujours sur le capteur micro 4 tiers, l'OM System OM10 Mark IV a un style qui plaît beaucoup, notamment en version argent. Au-delà de son look, l'OM10 Mark IV a l'intérêt d'être stabilisé, c'est rare à ce tarif. Par contre, il n'est pas tropicalisé, et ça c'est dommage pour un appareil photo qui cible souvent les voyageurs comme les randonneurs. Le système d'écran qui n'est pas orientable mais seulement inclinable fait aussi un peu old school en 2025, bientôt 2026. Certes, on peut le relever vers soi, mais ça aussi je trouve que c'est dépassé. Il est aussi vendu en kit avec un objectif assez court, mais grâce à son capteur micro 4 tiers de 20 millions de pixels, vous pourrez évoluer avec de très nombreux objectifs, surtout qu'il y a beaucoup de très belles optiques chez OM System. Son prix est un peu élevé, je pense que c'est un appareil photo hybride qu'on choisit pour son style, son faible encombrement, et surtout si on arrive à trouver une bonne promotion. Si je passe sur une taille de capteur plus grande, l'APS-C, j'aime beaucoup le Fujifilm X-M5, j'adore son look, je ne le cache pas, j'apprécie aussi son grand capteur APS-C de 26 millions de pixels. On passe un cap technologique avec cet appareil photo hybride qui a un système d'autofocus un peu plus récent. Il est aussi très fort en vidéo parce qu'en plus de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, là où tous ceux que j'ai cités n'allaient que jusqu'à 30 images par seconde, il peut aussi filmer en 6,2K 30 images par seconde. En plus, il est compatible avec beaucoup d'objectifs pour évoluer. Le Fujifilm X-M5 est un appareil photo résolument moderne avec un écran orientable et tactile. Par contre, oubliez le viseur, il n'est pas stabilisé, il n'est pas tropicalisé. Sur capteur APS-C, à ce tarif, il faut faire des concessions. Sa prise en main aussi est moins bonne, c'est le prix à payer quand on veut un appareil photo aussi peu encombrant. Le Fujifilm X-M5 reste mon préféré sur capteur APS-C. Sur capteur APS-C toujours, il y a aussi le Canon EOS R50 que je trouve plus quelconque, en tout cas en termes de look. L'EOS R50, je dirais qu'il est simple et efficace. Il a un système d'autofocus récent, donc plus rapide. Il a une bonne ergonomie avec une poignée creusée, un viseur et un écran orientable. Il a un appareil photo hybride peu encombrant. Je trouve aussi que sa cadence rafale est intéressante bien que limitée. Par contre, il n'est pas stabilisé, il n'est pas résistant à la poussière et à l'humidité, et je trouve aussi qu'on manque d'objectifs dédiés chez Canon. À choisir s'il y a une très bonne promotion, ou si vous voulez rester chez Canon. Dans un style argentique, il y a aussi le Nikon ZFC. Comme vous pouvez le voir, le choix est conséquent dans cette gamme de prix, et je vous garde le meilleur pour la fin. Le Nikon ZFC est un joli appareil photo hybride qui reprend tous les codes de l'argentique. C'est clairement le genre de boîtier qu'on aimerait mettre autour du cou, c'est presque un objet de mode, mais il ne faut pas se fier à son apparence, et cet appareil photo est résolument moderne, avec un autofocus récent, gage de rapidité et de performance. Il a aussi une bonne cadence rafale pour cette gamme de prix. En plus de son viseur, il a un écran orientable et tactile. On peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde. On manque encore un peu d'objectifs compatibles, mais petit à petit Nikon développe des objectifs pour ce type d'appareil. Par contre, à ce tarif, il n'est pas stabilisé et n'est pas non plus tropicalisé, c'est dommage. Toujours sur capteur APS-C, on a aussi le Sony ZV-E10 qui est pensé ouvertement pour la vidéo. Je le conseille donc pour ceux qui veulent filmer. La force du Sony ZV-E10 est son autofocus rapide et précis. L'autofocus Sony n'a plus besoin d'être présenté ni mis en avant. Le ZV-E10 est aussi très peu encombrant avec une prise en main intéressante. Sur le papier, on a aussi beaucoup d'objectifs compatibles, mais des objectifs vraiment dédiés au capteur APS-C, il n'y en a pas tant que ça. Autre inconvénient, il n'est pas stabilisé. Pour un boîtier vidéo, c'est gênant. Et a priori, il n'est pas tropicalisé non plus. C'est dommage pour un boîtier qu'on aurait bien envie d'emmener partout vu son poids. Il y a un appareil photo hybride très intéressant, le Lumix S5
5D, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il a un grand capteur plein format de 24 millions de pixels. Pour la basse lumière et le flou d'arrière-plan, il est génial. Le Lumix S 5D est aussi très intéressant parce qu'il va bien plus loin que tous les appareils photo hybrides que j'ai cités jusqu'à présent. Il a une excellente qualité d'image, il est robuste, tropicalisé, il est même résistant au froid et il est aussi stabilisé avec une très bonne stabilisation capteur. On peut filmer aussi en 4K jusqu'à 60 images par seconde et je ne parle même pas de son excellente montée en ISO. Avec lui, la basse lumière n'a plus jamais été un problème pour moi. Hybride photo et vidéo, il m'a accompagné dans mes débuts sur YouTube. Il a aussi une très bonne ergonomie avec même un double emplacement pour carte mémoire. C'est clairement un niveau au-dessus comparé à tous ceux que j'ai cités et il est vendu aujourd'hui à un prix défiant toute concurrence. Je vous mets le lien du Lumix S 5D en description parce que je pense que niveau prix, il fait très mal. Mais on peut se demander pourquoi un tel appareil photo hybride est vendu à ce tarif. Alors c'est parce qu'on fait des compromis. Le Lumix S 5D n'a pas un autofocus de dernière génération. Sa cadence rafale est aussi moyenne et il faut accepter d'avoir un boîtier au poids plus lourd du fait de son capteur plus grand. Les objectifs compatibles sont aussi plus lourds. C'est le principe d'avoir ici un capteur plus grand. C'est le prix à payer pour la qualité d'image. Si le poids ne vous fait pas peur, que vous faites de la photo vidéo de voyage, paysage, architecture, le Lumix S 5D est clairement le meilleur choix. À 800 €, on fait encore pas mal de compromis et ça peut valoir le coup de monter un peu son budget quand on le peut bien sûr. Et je vous conseille d'autant plus de regarder le budget au-dessus parce qu'avec des promotions, vous pouvez vous acheter mieux en restant dans votre budget. D'autant plus qu'entre 800 et 1100 €, il y a pas mal de choix avec des appareils photo hybrides très intéressants. À commencer par le Fujifilm X-T30 Mark III qui vient tout juste de sortir. Et je ne vous cache pas que chez Fujifilm, on a beaucoup de boîtiers avec des caractéristiques très proches. C'est difficile de s'y retrouver. Niveau style, le X-T30 Mark III est un hybride au look proche de l'argentique. C'est la marque de fabrique de Fujifilm et cette gamme plaît beaucoup pour ça aussi. Le Fujifilm X-T30 Mark III a un grand capteur APS-C de 26 millions de pixels tout en gardant un encombrement modéré. Il a un autofocus réactif. Il peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et en 6,2K. Il a un écran inclinable mais non orientable. Ce Fujifilm X-T30 Mark III allie modernité et ancien à la perfection. Il a même une cadence rafale de 20 images par seconde. Cet appareil photo hybride est pensé pour tous ceux qui veulent pouvoir évoluer avec leur appareil photo. Sa prise en main est quand même limitée si on veut fixer des objectifs plus gros. En plus, il n'est pas stabilisé, il n'est pas tropicalisé. Je pense que c'est un bon appareil photo pour débuter et évoluer au quotidien, même s'il ne devrait pas être en promotion de sitôt. Dans un style toujours très différent, on a le Canon EOS R10. Le look n'a rien à voir avec Fujifilm. L'EOS R10 est un hybride peu encombrant, mais avec une poignée très creusée. Canon a priorisé ici l'ergonomie sur le style. Le Canon EOS R10 est lui aussi très efficace. Il a un capteur APS-C de 24 millions de pixels, avec une cadence rafale très intéressante. Cette cadence rafale est de 15 images par seconde en obturateur mécanique et 23 images par seconde en électronique. On peut même monter à 30 images par seconde moyennant un recadrage important. En vidéo, il filme évidemment en 4K et ce jusqu'à 60 images par seconde, mais attention, à 50 et 60 images par seconde, on a un recadrage. Canon a bien étudié sa gamme et il se place exactement entre l'EOS R50 et l'EOS R7. Il a aussi un autofocus de dernière génération. Par contre, il n'est pas tropicalisé et n'a pas la stabilisation. C'est dommage parce que la stabilisation capteur est bien utile en photo comme en vidéo. On a aussi le Nikon Z50 Mark II qui est dans le même état d'esprit sur capteur APS-C. Il a une bonne ergonomie avec une poignée creusée. Ce Z50 Mark II sera intéressant pour les amateurs de photos animalières par exemple. Il a aussi un autofocus de dernière génération et une très bonne cadence rafale de 30 images par seconde avec la possibilité d'effectuer un pré-déclenchement. Et en prime, il est tropicalisé. À ce tarif, c'est vraiment pas mal. Par contre, il est plus encombrant et il n'est pas stabilisé. On manque aussi encore d'objectifs dédiés, même s'ils arrivent petit à petit. Chez Sony, on a un Sony A6400 qui commence à dater pour cette gamme de prix. On va pouvoir trouver plus récent au même tarif chez Nikon, Canon ou encore Fujifilm. Et on a aussi le Sony ZV-E10 Mark II qui est plutôt dédié à la vidéo. Ce ZV-E10 Mark II filme en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Il a un autofocus de dernière génération, une prise en main intéressante, mais oubliez la stabilisation capteur, c'est gênant pour un hybride vidéo, et en plus il n'est pas tropicalisé. Il y a un appareil photo hybride qui a un excellent rapport qualité-prix. Cet appareil photo, c'est le Lumix S9. Il permet de s'offrir un appareil photo hybride plein format avec les dernières technologies d'autofocus. Le S9 est un parti pris très fort de Lumix qui a voulu le boîtier le plus léger possible. Il est un des hybrides plein format les moins lourds du marché. Pour autant, on ne fait pas de compromis sur l'essentiel, la qualité d'image grâce à son capteur plein format. Si vous aimez le flou d'arrière-plan, il est un excellent choix. Le Lumix S9 est aussi très bon en basse lumière. Il est tellement peu encombrant qu'il est mon appareil photo vidéo au quotidien autant que pour la randonnée. Le Lumix S9 a aussi une
cadence rafale de 30 images par seconde en RAW avec le prédéclenchement. En vidéo, il peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. On aura par contre un recadrage en 50 et 60 images par seconde. Il filme aussi en 5,9K et en open gate, c'est-à-dire avec toute la surface du capteur. À ce prix-là, c'est une vraie petite caméra et aussi un véritable appareil photo. Il a un écran orientable, tactile, et même s'il est peu encombrant, il a une très bonne stabilisation de capteur. Autant de possibilités à ce tarif, on peut difficilement trouver un meilleur rapport qualité-prix. Mais vous aurez compris que s'il est dans cette gamme de prix, c'est qu'il y a sûrement des compromis à faire. Ce Lumix S9 n'a pas d'obturateur mécanique, uniquement électronique. Ce n'est pas un appareil photo que je conseillerais pour le sport. Il faudra aussi faire attention aux lumières artificielles lorsque vous utilisez des vitesses d'obturation rapides, mais je vous rassure, il y a une fonction dans le boîtier pour ce genre de situation. Autre bémol, il n'est pas tropicalisé. Sachez aussi qu'on ne peut pas lui fixer de flash. On peut quand même faire de la photo studio, mais en lumière continue uniquement. Et pour la basse lumière, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de flash. Et en plus, pour le Black Friday, ma formation Lumix S9 est offerte par IPLN. Alors pensez bien au code créateur Nadia au moment de votre achat. Se payer en plein format aussi performant à ce tarif, ça vaut la peine d'y réfléchir. Un tel rapport qualité-prix, on ne le trouve pas ailleurs. Je vous mets les références en description. Regardez bien toutes les offres pour acheter au meilleur prix. Entre 1100 et 1500 euros, on a tout d'abord le Fujifilm X-S20. Il a un capteur APS-C de 26 millions de pixels et une ergonomie originale pour Fujifilm. Pas de look argentique. On a une molette PASM, contrairement aux autres Fuji. Il a aussi une poignée plus creusée. Pour le reste, il est difficile de différencier les Fujifilm parce qu'ils ont tous des fiches techniques assez proches. Le XS20 a un autofocus réactif, une rafale intéressante parce qu'elle est de 30 images par seconde moyennant un recadrage. Il est aussi capable de filmer en 4K 60 images par seconde et en 6,2K 30 images par seconde. Fujifilm segmente sur des détails comme par exemple les formats vidéo disponibles qui sont nombreux sur le XS20. Point important, le Fujifilm XS20 est stabilisé, ça c'est bien. Par contre, il n'est pas tropicalisé. Le XS20 est une valeur sûre chez Fujifilm pour qui priorise l'ergonomie sur le style. Et en plus, on peut l'acheter en kit avec un objectif plus cher de meilleure qualité tout en faisant des économies. Je vous mets le lien en description. Et si on veut le look vintage avec une résolution plus importante, alors le meilleur choix est le Fujifilm X-T50. Jusqu'à présent, les Fujifilm que j'ai évoqués avaient une résolution de 26 millions de pixels. Là, on passe à 40 millions de pixels, ce qui est vraiment pas mal. Pour de grands tirages ou pour recadrer après prise de vue, il y a de quoi faire avec 40 millions de pixels. Acheter un appareil photo hybride avec un capteur de 40 millions de pixels à ce tarif, c'est un bon rapport qualité-prix, surtout si vous le touchez en promotion. Bien sûr, on retrouve aussi tout ce qu'on aime chez Fujifilm, avec un écran inclinable pour la photo de rue, une rafale à 20 images par seconde en obturateur électronique, la vidéo 4K 60 images par seconde, ou encore la vidéo 6,2K 30 images par seconde, et surtout il est stabilisé. On peut donc s'offrir un appareil photo hybride au look argentique avec tous les atouts d'un boîtier moderne. Seul bémol, il n'est pas tropicalisé, c'est dommage. J'aime aussi qu'il soit vendu en kit avec un objectif plus cher et de meilleure qualité. Ce choix permet de faire des économies, je vous mets les liens en description. Dans ce budget, on peut aussi acheter le fameux Sony A7 III qu'on ne présente plus, mais honnêtement, cet appareil photo vit sur sa réputation. Le Sony A7 III a un autofocus certes rapide mais vieillissant, il filme en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Pour un prix très proche ou quelques centaines d'euros de plus, on peut trouver mieux et plus récent que le Sony A7 III. Idem pour le Sony A7C, on peut trouver mieux, plus moderne, à un prix similaire. Je pense au Nikon Z5 II ou au Lumix S5 II. J'en parle dans le segment tarifaire suivant, notamment dans la partie plein format. Entre 1500 et 2000 euros, on a énormément de choix. Ce segment tarifaire est une des gammes où tous les constructeurs sont présents. Toutes les tailles de capteurs sont disponibles dans ce budget. On a même parfois deux boîtiers d'une même marque dans ce créneau. Un tel budget, ça commence à être une belle somme, idéale pour se lancer ou évoluer. C'est le genre d'appareil photo hybride qu'on va garder longtemps. Le choix n'est donc pas facile, d'autant plus qu'il est vaste. Dans ce tarif, l'OM System OM5 Mark II est un appareil photo hybride avec un capteur micro 4 tiers de 20 millions de pixels. Il est séduisant parce que peu encombrant avec un style argentique. L'OM5 Mark II a aussi l'intérêt d'être stabilisé. Il est tropicalisé, résistant au froid. Il respecte même la norme IP53 qui est une référence sur le sujet. L'OM5 Mark II est aussi intéressant parce qu'il est compatible avec beaucoup d'objectifs. Malgré cela, je le trouve cher pour sa fiche technique. Il filme en 4K mais uniquement jusqu'à 30 images par seconde. À ce tarif, et même pour moins, on peut avoir mieux. Alors certes, il a des fonctionnalités séduisantes, mais ça reste juste pour le prix. Surtout si on compare avec le Lumix G9 II qui a aussi un capteur micro 4 tiers. Ce Lumix G9 II a une résolution de 25 millions de pixels et on peut même monter à 100 millions de pixels juste en appuyant sur le déclencheur, y compris
compris en RAW. Le Lumix G9 II a surtout une cadence rafale très élevée parce qu'elle peut monter à 60 images par seconde en autofocus continu et en RAW, y compris avec le prédéclenchement. Ce Lumix G9 II, il a une des rafales les plus élevées du marché, surtout à ce tarif. Le Lumix G9 II est un appareil photo et vidéo parce qu'il filme en 4K jusqu'à 120 images par seconde, mais aussi la possibilité de filmer en 5,7K jusqu'à 60 images par seconde avec de nombreux formats vidéo. Lumix a mis tout son savoir-faire dans ce boîtier qui est très complet. Il a d'ailleurs une excellente stabilisation et il est tropicalisé. Si je dois lui trouver un défaut, je dirais que son prix en freine beaucoup. Profitez donc des promotions qui sont rares pour l'acheter au meilleur prix s'il vous intéresse. Sur capteur APS-C, on a aussi beaucoup de choix, à commencer par le Fujifilm X-T5. Oui, encore un Fujifilm. Il a un capteur APS-C de 40 millions de pixels, c'est une très belle résolution. Il a un autofocus rapide et une rafale jusqu'à 15 images par seconde. Le Fujifilm X-T5 a aussi la capacité de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. On peut également filmer en 6,2K jusqu'à 30 images par seconde et tout ça avec des formats vidéo très poussés. Le Fujifilm X-T5 est en plus stabilisé et tropicalisé. C'est un appareil photo hybride très complet, vendu en kit avec de beaux objectifs. Je trouve quand même que son prix est assez élevé. En comparaison, on a le Canon EOS R7 qui a un capteur de 32 millions de pixels. Son autofocus est aussi rapide et il a une cadence rafale de 15 images par seconde en mécanique et 30 images par seconde en électronique. En termes de prise en main, on reste sur l'ergonomie Canon avec une poignée creusée. Si vous voulez lui fixer un zoom puissant, c'est très bien pour évoluer. L'EOS R7 peut filmer jusqu'à 60 images par seconde en 4K. Il est aussi stabilisé et tropicalisé. L'EOS R7 est un appareil photo complet vendu à un tarifement de qui plus est. Je lui reprocherai seulement qu'il y a encore trop peu d'objectifs dédiés à cette taille de capteur chez Canon. Ensuite, on a le Sony A6700 que je conseillerais plutôt pour la vidéo que la photo. Le Sony A6700 a un capteur APS-C de 26 millions de pixels. Sa résolution est moindre que chez Fujifilm et Canon. Il permet de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde et c'est clairement son point fort comme son autofocus rapide. En plus, il est stabilisé. Par contre, en photo, sa rafale est un peu juste parce qu'elle est seulement de 11 images par seconde. Quand on a un budget entre 1500 et 2000 euros, on peut se poser la question de carrément passer le pas du plein format. Si on n'attache pas d'importance au poids du matériel et notamment des objectifs, le plein format permet un flou d'arrière-plan plus marqué ou encore de meilleures capacités en basse lumière. Et sur ce segment tarifaire, tous les constructeurs sont présents sur le plein format. On a le Canon EOS R8 qui a un capteur plein format de 24 millions de pixels et une ergonomie très Canon. À ce tarif, on a un autofocus rapide évidemment. Le point fort du Canon EOS R8 est sa cadence rafale de 40 images par seconde en obturateur électronique. En vidéo, il peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Le Canon EOS R8 est performant sans en faire plus que nécessaire. Ça lui permet d'être peu encombrant. Il est aussi tropicalisé. Par contre, il n'est pas stabilisé. Pour un boîtier de cette rampe, c'est dommage. Chez Nikon, il y a le très séduisant Nikon Z5 Mark II qui a marqué les esprits par ses capacités. Il constitue une proposition très complète avec un capteur plein format de 24,5 millions de pixels. En photo, il est très intéressant pour sa cadence rafale jusqu'à 14 images par seconde en obturateur mécanique et jusqu'à 30 images par seconde en électronique. Mais attention, dans bien des cas, on sera en JPEG et non en RAW. Il a également le prédéclenchement. Le Nikon Z5 II est aussi intéressant parce qu'il filme en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Mais attention, en 50 et 60 images par seconde, on a un recadrage. C'est assez classique à ce tarif. Le point fort du Nikon Z5 II est sa capacité à filmer en RAW en interne. C'est assez unique. Très peu d'appareils photo hybrides en sont capables, surtout à ce prix. Il a aussi l'intérêt d'être stabilisé et tropicalisé. Le Nikon Z5 II est clairement un boîtier photo vidéo très complet avec un rapport qualité-prix intéressant. À ce tarif, le Lumix S5 II est aussi une proposition très pertinente. Lui aussi a un capteur plein format de 24 millions de pixels et on peut monter la résolution à 96 millions de pixels directement dans le boîtier, en RAW et sans trépied. Le Lumix S5 II a aussi un autofocus rapide, idéal pour accompagner sa cadence rafale de 30 images par seconde en rafale électronique, d'autant qu'on peut photographier en RAW dans cette cadence rafale. On a même le prédéclenchement. En vidéo, le Lumix S5 II peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et lui aussi a un recadrage en 50 et 60 images par seconde en 4K. Il peut filmer en 4K cinéma et aussi en 5,9K jusqu'à 30 images par seconde. Il filme également en open gate, c'est-à-dire en 6K, en utilisant toute la surface du capteur. Le Lumix S5 II est lui aussi un appareil hybride photo-vidéo très complet. Le Lumix S5 II a aussi pour lui la stabilisation capteur. Il est tropicalisé et même résistant au froid. À l'opposé, son ventilateur permet de filmer même dans des conditions de température élevées. Vous pouvez le trouver en kit avec un objectif peu onéreux pour débuter à moindre prix, mais vous pouvez aussi trouver des packs avec des objectifs Sigma à des prix intéressants. Je vous mets les liens des packs en description. À noter, il existe une version du S5 II en S5 IIX. Ce Lumix S5 IIX a plus de formats vidéo disponibles et surtout il peut enregistrer sur
disque dur SSD vos photos comme vos vidéos, et pour moi ça change la vie parce qu'on profite d'un stockage rapide et peu cher, et pour ma part je tourne toutes mes vidéos YouTube avec ce S5 IIX depuis bientôt 2 ans. Chez Sony, l'A7C II a une toute autre philosophie. Cet appareil photo hybride a un capteur plein format de 33 millions de pixels, sa résolution est un peu plus élevée, l'A7C II est surtout un boîtier peu encombrant, sans pour autant rogner sur la prise en main. J'aime bien son style et son état d'esprit, il est aussi performant avec un autofocus rapide et précis. Le Sony A7C II est capable de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, avec un recadrage à 50 et 60 images par seconde. Il a aussi la stabilisation. Le Sony A7C II est séduisant sur le papier, mais je trouve son tarif assez élevé quand on compare avec les autres appareils photo hybrides que j'ai évoqués. Par exemple, sa cadence rafale est très en deçà de ses concurrents. Entre 2000 et 2500 euros, on a de très bons boîtiers, mais ils sont souvent chers au regard du marché, à commencer par l'OM System OM3. Cet appareil photo micro 4 tiers a un capteur empilé de 20 millions de pixels. Il s'agit d'une typologie de capteur avec une vitesse d'écriture plus rapide. On a de meilleures performances pour faire simple avec un capteur empilé, et l'OM3 a en plus l'intérêt de faire revivre le style argentique sur capteur micro 4 tiers. Je trouve l'idée de cet appareil photo hybride séduisante, il est peu encombrant, très stylé et tout à fait moderne et performant. Sur le papier, il est excellent. En plus, il a un autofocus rapide, il est stabilisé et même tropicalisé selon la norme IP53. Cet OM3 a tout pour plaire aux randonneurs, et que dire de sa cadence rafale époustouflante. Oui, mais voilà, il est très cher, en tout cas pour le marché du micro 4 tiers. Cet OM3 est presque trop performant par rapport à son style. Avoir une telle cadence rafale dans un boîtier qui n'a pas de poignée pour fixer un gros zoom, ce n'est pas très logique. Il peut filmer en 4K, mais seulement jusqu'à 60 images par seconde. C'est un bel appareil photo avec une fiche technique qui le surclasse dans une gamme de prix difficile. Je pense que l'OM3 est plutôt un achat coup de cœur, ou si on est déjà équipé en objectif Olympus OM System. L'OM System OM1 Mark II est un peu dans la même situation. Lui aussi a un capteur micro 4 tiers empilé de 20 millions de pixels. Cet OM1 Mark II a un excellent autofocus, une cadence rafale incroyable jusqu'à 120 images par seconde. Il a aussi une excellente stabilisation et peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde seulement. Alors oui, l'OM1 Mark II est un boîtier solide, robuste et tropicalisé. Il respecte même les conditions de la norme IP53, mais son prix est élevé au regard du marché. Sur micro 4 tiers toujours, le Lumix GH7 est un appareil photo très orienté vidéo. Doté d'un capteur micro 4 tiers de 25 millions de pixels, il se distingue par sa capacité à filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde et en 5,7K jusqu'à 60 images par seconde. Le Lumix GH7 est doté de nombreux formats d'enregistrement vidéo qu'on ne trouve pas ailleurs à ce prix. Il s'agit d'une véritable caméra avec un autofocus de dernière génération. Robuste, il tient dans n'importe quelle condition de prise de vue parce qu'il a un grand ventilateur intégré, ce qui ne l'empêche pas d'être tropicalisé, et bien sûr, il est stabilisé. Mais ce n'est pas qu'une caméra, le Lumix GH7 a aussi une cadence rafale jusqu'à 60 images par seconde en autofocus continu en RAW. Le Lumix GH7 peut même photographier en 100 millions de pixels directement dans le boîtier, sans logiciel et même en RAW. Le Lumix GH7 est une valeur sûre en vidéo, son prix est cependant élevé et en freine beaucoup, alors s'il vous intéresse, profitez des périodes de promotion pour l'acheter au meilleur prix. Dans le même budget en plein format, le Nikon ZF surfe aussi sur la nostalgie de l'argentique. Ils sont malins chez Nikon en proposant un boîtier très stylé et performant. Le Nikon ZF a un capteur plein format de 24,5 millions de pixels, il est résolument moderne avec un autofocus performant, la stabilisation ou encore une très bonne cadence rafale. En vidéo, il filme en 4K jusqu'à 60 images par seconde, mais en 50 et 60 images par seconde, on a un recadrage. C'est assez courant sur plein format à ce niveau de tarif. Le Nikon ZF est typiquement le genre d'appareil qu'on achète pour son style et qu'on adopte pour ses performances. Je le trouve quand même un peu cher, on paye clairement le style. Chez Sony, on a l'A7 IV qu'on ne présente plus. Le Sony A7 IV a un capteur plein format de 33 millions de pixels. Sa résolution est meilleure, il a un autofocus rapide et la stabilisation a été améliorée en comparaison à ses prédécesseurs. Il filme en 4K jusqu'à 60 images par seconde, mais lui aussi a un recadrage 50 et 60 images par seconde. Comme souvent s'agissant de Sony, il est encensé. Moi, je lui reprocherais sa cadence rafale faible en rapport à ses concurrents, y compris des concurrents bien moins chers. Je trouve surtout son prix élevé au regard du marché. On paye cher les 33 millions de pixels contre les 24 millions de pixels de chez Nikon et Lumix. Pour un budget moindre, le Nikon Z5 II et le Lumix S5 II ont une fiche technique proche et même meilleure sur certains aspects. Si vous avez le budget pour un Sony A7 IV, moi je vous conseillerais d'aller vers le Lumix S5 IIX qui m'accompagne en photo comme en vidéo depuis maintenant 2 ans. Chez Lumix, il y a le Lumix S1 II sorti cette année, à ne pas confondre avec le S1 II. Le S1 II a un capteur plein format de 24 millions de pixels, lui aussi a un autofocus rapide et surtout une excellente stabilisation. On peut même activer une stabilisation électronique sans recadrage. Le Lumix S1 II a une cadence rafale de 30 images par seconde en RAW. Il a même
même le prédéclenchement y compris en RAW avec une cadence rafale de 30 images par seconde. Ce Lumix S1 2E peut aussi filmer en 4K et 4K cinéma jusqu'à 60 images par seconde, mais en 50 et 60 images par seconde on a un recadrage. Il peut également filmer en 5,9K et en 6K OpenGate et dans bien d'autres formats, mais il a du mal à se démarquer du Lumix S5 IIX qui est vendu moins cher. À vrai dire, la différence entre les deux se joue sur des détails qui parfois n'en sont pas. Le Lumix S1 2E profite d'une ergonomie encore plus aboutie que la série des S5 II. Quand on a goûté à l'ergonomie du S1 2E, on a du mal à redescendre. Le Lumix S1 2E est un achat à long terme parce qu'il est dans le haut de gamme de Lumix. À mon avis, il est intéressant de regarder le S1 2E de plus près si vous étiez intéressé par le S5 IIX. Si la différence de prix est faible entre les deux, alors autant partir sur le Lumix S1 2E. Entre 2500 et 3000 euros, on a moins de choix avec tout d'abord le Nikon Z6 III. Le Z6 III a un capteur plein format semi-empilé. Le capteur semi-empilé est un capteur plus rapide qu'un capteur classique, mais ce n'est pas exactement un capteur empilé. Le capteur semi-empilé apporte de meilleures performances en termes d'autofocus par exemple. Le Nikon Z6 III a un autofocus rapide dans un capteur plein format de 24,5 millions de pixels, qui se distingue en photo par une cadence rafale de 120 images par seconde, mais attention, vous serez en JPEG avec un recadrage x 1,5, donc en APS-C. Pour photographier en plein format, on passe alors en rafale de 60 images par seconde, mais toujours en JPEG. Il faut souvent lire les petites lignes avec Nikon. En vidéo, il peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, mais attention, à 100 et 120 images par seconde, on a un recadrage x 1,5. Le Nikon Z6 III peut aussi filmer en 6K jusqu'à 60 images par seconde, et il dispose de nombreux formats vidéo. Il est stabilisé, tropicalisé. Ce Nikon Z6 III est une proposition très intéressante, surtout à ce tarif, il joue un peu seul sur ce segment tarifaire. À côté, on a le tout nouveau Canon EOS R6 Mark III. Il a un capteur plein format de 32,5 millions de pixels. Et évidemment, il a un autofocus de toute dernière génération. Cet autofocus rapide s'accompagne d'une rafale de 40 images par seconde. Il a aussi la pré-capture. Ça ne rigole plus chez Canon. En vidéo, l'EOS R6 Mark III frappe les esprits par sa capacité à filmer en RAW en 7K 60 images par seconde. Il peut aussi filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Il est aussi le premier Canon capable de filmer en OpenGate, c'est-à-dire en utilisant toute la surface du capteur. Canon joue clairement sur les plates-bandes de Lumix. Je trouve son prix bien placé dans le marché. On sent que Canon a l'expérience pour placer ses boîtiers dans sa gamme. Je dis ça surtout pour le boîtier nu, parce que lorsqu'on regarde le prix des kits, on se rend compte que Canon n'est pas si bon marché. En kit, on le trouve avec deux objectifs et il ne faut pas se tromper. On a soit un zoom kit très classique, un 24-105 mm avec une ouverture médiocre. Il n'y a que Canon pour faire ce genre de pack à ce niveau de tarif. Ce pack permet d'acheter le EOS R6 Mark III à un prix raisonnable. Autre pack, c'est celui avec le 24-105 mm f4, le genre d'objectif plus haut de gamme qu'on trouve chez tous les constructeurs. Et là, le prix est plus élevé. On est plus proche du tarif des concurrents. Entre 3000 et 4000 euros, commençons par le Lumix S1 II, le boîtier photo vidéo réactif de Lumix. Le Lumix S1 II a un capteur semi-empilé de 24 millions de pixels. Qui dit capteur semi-empilé dit capteur plus rapide. Ce capteur permet un autofocus réactif. Le Lumix S1 II a aussi une excellente cadence rafale de 60 images par seconde en RAW, y compris en pré-capture. On peut même monter à 70 images par seconde en diminuant la qualité du RAW. Le Lumix S1 II peut aussi photographier en 96 millions de pixels à main levée, c'est assez classique chez Lumix maintenant. En vidéo, il filme en 4K jusqu'à 120 images par seconde avec un léger crop. Il peut aussi filmer en 6K jusqu'à 60 images par seconde. On a évidemment la vidéo OpenGate en 5,1K jusqu'à 60 images par seconde. Il dispose aussi d'un format original, le 2:4:1 que j'aime bien utiliser à des fins créatives. Le Lumix S1 II est bien évidemment tropicalisé, sa stabilisation est excellente et on peut même activer une stabilisation électronique sans recadrage. Le Lumix S1 II est un bon boîtier très apprécié sur le marché de la photo vidéo. Son prix est tout de même jugé élevé et il n'y a pas trop de remises dessus. Alors s'il y a une promotion et qu'il vous intéresse, il faut en profiter. Il existe en kit avec le 24-105 mm f4 qui est très polyvalent, mais aussi avec le 24-60 mm f2.8. Ce pack est moins cher et permet de s'offrir un zoom f2.8 à un prix abordable. Je vous mets le lien du pack en description. Quand on dépasse les 3000 euros, on arrive sur des appareils photo hybrides avec une résolution plus élevée. Alors que jusqu'à présent, tous les hybrides plein format que j'ai évoqués ne dépassaient pas les 32 millions de pixels au mieux. Avec le même budget, on peut aussi s'intéresser au Lumix S1R2. Cet appareil photo hybride plein format a un capteur de 44 millions de pixels. Ce boîtier haute résolution est absolument pensé pour l'animalier parce qu'on pourra plus aisément zoomer dans l'image. Tout juste sorti cette année, il a un autofocus de dernière génération qui va très bien avec sa cadence rafale de 40 images par seconde, y compris en RAW et avec la fonction pré-rafale. Le S1R2 est un boîtier haute résolution et réactif. On
On peut même augmenter sa résolution à 177 millions de pixels, à main levée et en RAW, une fonction très sympa pour la photo de paysage ou d'architecture. En vidéo, il peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, même si à 100 et 120 images par seconde on aura un léger recadrage. Il peut aussi filmer en 6K jusqu'à 60 images par seconde, et surtout il est le premier appareil photo hybride Lumix à filmer en 8K jusqu'à 30 images par seconde. Il filme même en open gate en 8,1K jusqu'à 24 images par seconde. Il est stabilisé avec une excellente stabilisation capteur. On a même une stabilisation électronique sans recadrage. Il est évidemment tropicalisé et résistant au froid. Son prix en freine encore beaucoup bien qu'il plaise. Alors forcément, s'il vous intéresse et qu'il y a une promotion, il faut en profiter. D'autant plus qu'il est vendu en pack avec un 24-60 mm f2.8 à un prix intéressant. Là aussi, je vous mets le pack dans la description. Chez Sony, en dessous de 4000 €, il y a le Sony A7CR qui a un concept que j'aime beaucoup. C'est un hybride léger avec un capteur plein format de 61 millions de pixels. J'adore le principe, que ce soit pour le voyage comme la randonnée. En plus, il a un bon style et une bonne prise en main. Et évidemment, le Sony A7CR a un autofocus rapide. Par contre, pour la rafale, on repassera. Elle est de 8 images par seconde. Elle fait pas le figure sur ce segment de prix. L'A7CR peut aussi filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Mais à 50 et 60 images par seconde, on aura un léger recadrage. Là aussi, par rapport à la concurrence, ça fait très léger. Je pense que le Sony A7CR est un concept qui n'a pas eu beaucoup de succès, j'ai l'impression. Moi, j'aime beaucoup le principe d'avoir un petit boîtier avec une si grande résolution, mais c'est un concept qui coûte cher tout de même. Au-dessus de 4000 €, on passe sur des boîtiers très haut de gamme qui s'adressent à des photographes de sport et animaliers entre autres, mais ne croyez pas que ça concerne que les professionnels. Quand j'habitais à Lyon, je croisais souvent des photographes amateurs passionnés par la photo animalière et notamment d'oiseaux. Ils avaient tous des boîtiers à plus de 3000 € et passaient des heures et des heures à photographier les oiseaux du parc. Alors, je ne dis pas qu'il faut des boîtiers aussi chers pour réussir, mais seulement que le haut de gamme ne concerne pas que les professionnels. Chez Canon, on a tout d'abord le Canon EOS R5 Mark II. L'EOS R5 Mark II a un capteur empilé de 45 millions de pixels. Haute résolution et grande réactivité vont de pair avec son autofocus très rapide, et il faut bien ça pour suivre sa cadence rafale de 30 images par seconde. L'EOS R5 Mark II est aussi capable de filmer en vidéo en 8K jusqu'à 60 images par seconde, et en 4K jusqu'à 120 images par seconde, et tout ça en RAW s'il vous plaît. À ce tarif, il est bien sûr stabilisé et tropicalisé. Même si c'est un boîtier très haut de gamme, on est loin du tarif du Canon EOS R3, le boîtier monobloc pensé pour le sport, et moins cher encore que l'incroyable Canon EOS R1. Chez Nikon, on a le Nikon Z8 et le Z9 qui sont venus bousculer le marché à leur sortie. Le Nikon Z8 est un appareil photo hybride avec un capteur empilé de 45 millions de pixels. Il a bien sûr un autofocus rapide et une cadence rafale conséquente de 20 images par seconde. Il peut même monter jusqu'à 120 images par seconde, mais ça c'est en JPEG uniquement. Il peut aussi filmer en 8K jusqu'à 60 images par seconde et en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Le Nikon Z8 peut même filmer en RAW en interne. C'est un boîtier photo vidéo complet qui plaît beaucoup avec une bonne stabilisation. Il faut quand même savoir qu'il n'a pas d'obturateur mécanique et uniquement un obturateur électronique. Le Nikon Z9 est un monobloc dans le même état d'esprit que le Nikon Z8. C'est un boîtier pensé pour le sport et l'animalier, et lui aussi a seulement un obturateur électronique et pas d'obturateur mécanique. Chez Sony, hormis la One Mark II et la 9 Mark III, on a une gamme un peu vieillissante, à commencer par le Sony A7S III, un appareil photo hybride avec un capteur plein format de 12 millions de pixels. Ici, pas de haute résolution. Au contraire, le principe de l'A7S III est de pouvoir monter très haut les ISO avec un bruit très modéré. Il est dans le même état d'esprit que la caméra Sony FX3. Ce Sony A7S III est quand même assez ancien et n'a jamais vraiment été mis à jour. On a aussi chez Sony l'A7R5 qui a un capteur de 61 millions de pixels. L'A7R5 est un appareil photo hybride haute résolution avec un autofocus réactif, mais sa cadence rafale est très faible, ça manque de réactivité, c'est vieillissant. Alors oui, il filme en 8K, mais par rapport à ses concurrents et son niveau de prix, je trouve que ça reste trop juste. Finalement, si on veut de la réactivité chez Sony, il faut se tourner vers le Sony A1 Mark II. Il a un capteur empilé de 50 millions de pixels, un autofocus très réactif, il a une cadence rafale de 30 images par seconde et filme en 8K jusqu'à 30 images par seconde. C'est un très bon boîtier, stabilisé, tropicalisé, taillé pour la photo de sport et l'animalier, mais le prix est très élevé quand on compare avec la concurrence. Maintenant, c'est à vous de parler. Quel appareil photo hybride allez-vous choisir? Je suis curieuse de connaître votre choix. Pensez bien à regarder les prix depuis les liens en description, je compte sur vous pour soutenir mon travail, et moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.